Extra classe. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons pratique. Alors vous êtes enseignant et enseignante, et puisque le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale, il y a de fortes chances que vous soyez joueur occasionnel, gameuse à vos heures perdues, voire mordu de jeux vidéo. Et même si vous êtes complètement hors du game, que ce pan de la culture populaire vous échappe, vous vous demandez ce que peut bien faire le jeu vidéo à l'école. Alors peut-être avez-vous même déjà envisagé d'introduire un jeu vidéo dans vos cours. Vous êtes au bon endroit, posez la manette, chaussez votre casque, nos invités devraient avoir des réponses à vos interrogations. Alors, le jeu vidéo à l'école, est-ce une forme de consécration pour une pratique culturelle longtemps mal considérée ? Mais de quel jeu parle-t-on ? Est-ce que les élèves jouent ou est-ce qu'ils apprennent ? Est-ce qu'ils apprennent en jouant ? Le jeu vidéo perd-il son irrésistible attraction dès qu'il entre dans une salle de classe ? Nous sommes Hélène Audard et Régis Forgiane, vos hôtes pour cette partie à 4 joueurs. C'est parti pour l'épisode numéro 26. Mais que fait le jeu à l'école ? Romain Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en histoire-géographie au Collège de l'Europe à Chelles, dans l'Académie de Créteil. Vous avez été un des pionniers du jeu vidéo en classe, on peut le dire. Vous avez aussi créé la chaîne Jeux vidéo et histoire sur YouTube. Vous êtes également passé de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, du côté de la recherche, puisque vous êtes à présent doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo au laboratoire Experis à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et dans ce cadre, vous étudiez les pratiques d'enseignants qui utilisent le jeu vidéo en classe. En 2 mots, combien d'enseignants est-ce que vous suivez dans le cadre de vos travaux et dans quelle discipline et peut-être quel niveau? Quelques exemples. Alors, dans le cadre de la thèse, il y a 17 enseignants que j'ai observés, parce que ma thèse repose sur ça en fait, globalement sur des observations de pratiques, histoire d'aller plus loin que les discours ou les potentialités du jeu vidéo en classe, voir réellement ce qu'il se passe. Il y a une forte domination de professeurs d'histoire géo. Alors, non pas parce que les profs d'histoire utilisent plus le jeu que d'autres disciplines, je pense, mais tout simplement parce qu'il y a un effet de réseau. C'est-à-dire quand j'ai essayé de trouver des enseignants qui utilisent des jeux vidéo, ça court pas non plus les rues, surtout des enseignants qui veulent qu'un chercheur soit dans leur classe pour les observer. Mais c'est parce que aussi, moi, il y a quelques années, comme vous l'avez expliqué, je suis pas du tout le pionnier, j'ai même pas un pionnier. Si on remonte un petit peu l'histoire du jeu vidéo en classe, il y a déjà des pratiques dans les années 80. Oui, il y a des. Je me suis signalé par des propositions de pratiques autour des années 2015, ce qui fait que j'étais assez visible sur cette question-là, d'où le fait qu'il y ait quelques profs d'histoire. Merci. Et Julien Crémou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pilotez le projet Mind Story qui consiste, alors je fais court, vous nous en direz plus, entre autres à faire reproduire des monuments du patrimoine aux élèves avec le jeu vidéo Mind Test. Rapidement également, combien d'enseignants, combien d'élèves de classe sont impliqués dans ce projet aujourd'hui ? Alors pour cette 4e saison, on a une 15aine de classes. Pas mal de classes françaises et puis 3 classes qui sont dans le réseau MLF ou AEFE, donc notamment aux États-Unis et en Suisse. Et c'est sinon une douzaine d'enseignants en France, tous de cycle 3, puisque c'est un travail que j'ai lancé, c'est un petit peu comme Romain, le fait de travailler en cycle 3. J'ai lancé sur les réseaux un appel et puis c'est des collègues de cycle 3, soit amateurs, soit complètement néophytes qui ont souhaité se lancer et qui m'ont accompagné pour proposer aux élèves de devenir médiateurs de sites du patrimoine, un petit peu sur le principe de la classe l'œuvre proposée par Canopé, et puis ensuite d'en devenir aussi des modélisateurs en 3D à l'échelle 1 dans un jeu vidéo. Alors, qui sont les professeurs qui jouent en classe ? Quels jeux vidéo sont plébiscités ? Allez, on met une première pièce dans notre bonne vieille borne d'arcade pour la première partie de l'émission. Ready Player One, qui joue à quoi ? Ready Player One. Alors peut-être justement, Romain Vincent, pour revenir sur vos travaux de recherche, nous en dire un peu plus sur ce panel de profs que vous avez observé dans le cadre de votre thèse et de votre état de l'art notamment. Qui joue aux jeux vidéo en classe ? Alors encore une fois, moi je suis sur des données vraiment qualitatives, c'est-à-dire j'ai pas de données quantitatives sur l'ensemble des pratiques en classe dans le secondaire. De ce que je peux dire, j'ai en effet une majorité de profs d'histoire, comme je l'ai expliqué, une majorité d'hommes également. Après, je pense qu'il y a
quand même un effet de génération, c'est-à-dire, on va peut-être en reparler après, hein, mais l'une des raisons qui explique l'utilisation du jeu vidéo en classe, plus que la culture ludique des élèves, c'est surtout la culture ludique des enseignants en fait. Hein. C'est-à-dire, je relève dans mes travaux la capacité de ces enseignants à pédagogiser leur activité de loisir en fait, et donc ils vont parce qu'ils aiment les jeux vidéo, ils vont les transposer dans leur pratique en classe. Donc ça me semble quand même assez clair à relever, que c'est un mouvement prof-classe et non pas forcément essayer de coller aux pratiques ludiques des élèves, qui me semble d'ailleurs être un terrain de tension ensuite en classe. Au niveau des jeux utilisés, moi je me suis surtout focalisé sur des jeux grand public. De type, évidemment le classique en histoire, Assassin's Creed, plutôt que des applications, des jeux de type serious game. C'est pas forcément un choix de ma part, c'est les enseignants qui m'ont contacté, avec qui j'ai pu discuter, qui utilisaient surtout ce type de jeu-là, parce que c'est des jeux encore une fois qu'ils connaissaient dans leur pratique. Et Julien, pareil, est-ce que ce sont des gamers qui sont parmi les enseignants qui se sont engagés, ou il y a des profils divers? Ça serait vraiment plutôt l'inverse. Alors, c'est un effet de réseau réellement. Hein. Les collègues qui se lancent dans le projet, ils se lancent dans le projet par rapport à l'idée du projet et qu'est-ce qu'il est prévu de faire. Et en fait, le fait d'utiliser le jeu vidéo, c'est dans un deuxième temps. Alors, il y a l'effet après ça intéresse des collègues qui ont envie de se lancer. On a des collègues qui sont complètement néophytes, d'autres qui essayent un petit peu, qui vont un peu plus loin. Des collègues plutôt jeunes, des collègues plutôt âgés. Là, c'est la 4e saison. La première saison, on a des collègues qui étaient presque à la retraite et qui, au bout du compte, se lançaient parce qu'elles avaient envie de se lancer dans le projet, mais n'ont même pas touché au jeu de l'année. Et ça a été aussi le principe, c'est que c'était aussi pour les élèves. C'était les élèves qui faisaient un certain nombre de choses en classe. Et elles accompagnaient pédagogiquement. Elles n'étaient pas dans le jeu elles-mêmes. Peut-être, Julien, pour donner à voir à ceux qui ne connaîtraient pas du tout, hein, pour le coup, ce projet Mindstory, il est basé sur Mindtest. On entend Mind, on pense à Minecraft. Vous pourriez expliquer un peu ça aux auditeurs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu vidéo? Alors, Mindtest, c'est le clone libre et gratuit de Minecraft, donc qui propose de construire tout un tas de choses dans un monde virtuel. Des blocs, alors c'est des blocs de 1 mètre cube, et en fait on peut empiler pour construire ce qu'on veut, réaliser des mondes, et puis on a aussi des possibilités dans les jeux d'être dans un monde où on va représenter des situations physiques, donc ça peut être intéressant pour les profs de physique puisqu'on présenter un certain nombre de choses liées à l'eau, liées au soleil. Nous, c'est une utilisation de Mindtest. Alors le principe de Mindtest, c'est qu'on a la main dessus, ça veut dire que c'est un serveur qui est hébergé, nous, par l'académie. C'est aussi un serveur sur lequel on va pouvoir, alors ce qui n'est pas possible avec Minecraft, créer des blocs de jeu en 3 dimensions et les intégrer dans le jeu. Ça veut dire que pour un certain nombre de modélisations liées à des sites du patrimoine, on veut représenter certains blocs de bâtiments, ou on veut représenter des choses un petit peu particulières comme, je pense à des vitraux dans des églises. L'intérêt, c'est qu'on peut, en mettant un peu la main dans la modélisation 3D ou la programmation, créer ces blocs et les intégrer, ce qui fait qu'il y a une forme d'essayer de reproduire quelque chose qui soit réaliste, mais qui est toujours dans le cadre du jeu, et en essayant de se rapprocher le plus possible de ce qui serait une visite réelle dans un monde virtuel. Et là-dedans, le jeu vidéo, quelle part il prend finalement dans le projet? Parce qu'il y a un moment de l'année, mais c'est pas toute l'année, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors, il y a 2 choses. En fait, le temps de jeu des élèves est pas très important, puisqu'ils vont avoir un temps de fin d'année qui, sur un mois et demi, on va avoir des échanges où les élèves, sous forme d'ateliers ou de temps dédiés, vont, à partir de grilles de construction, modéliser un certain nombre des bâtiments ou des activités. Mais en amont dans l'année, on peut avoir des activités de découverte pour que les élèves découvrent le jeu. Certains connaissent déjà et ont des compétences. Après, il y a des spécificités au jeu, même si certains connaissent déjà Minecraft. Donc, c'est un petit peu se repérer. C'est aussi commencer à réaliser des missions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce temps-là est pas si important pour les élèves. Il est mesuré à 2-3 heures de jeu individuel, même si multiplié par 24 élèves, ça fait un certain nombre d'heures. L'intérêt, par contre, c'est que en termes de projet, c'est que depuis le mois de septembre, ils savent qu'il va y avoir ce temps-là. Donc, on a un projet qui est motivant, où les élèves sont impliqués parce qu'ils savent qu'il va y avoir un certain nombre d'activités pédagogiques qui vont avoir du sens parce qu'elles vont servir au final à pouvoir modéliser et passer par l'aspect jeu à un moment donné.
Alors on parle de jeux vidéo et on voit bien que tout ça c'est vraiment en pluriel. Romain, vous parlez d'Assassin's Creed, Julien nous parlait de Mindtest. Dans votre panel, dans le panel d'enseignants que vous observez, Romain, d'autres exemples de jeux peut-être différents et peut-être d'expliquer effectivement à nos auditeurs qui n'auraient pas du tout cette culture en quoi consiste ce type de jeu. Il y aurait, alors parmi ces jeux dits de loisirs, on va dire, même c'est un pléonasme, à la différence des serious games, oui, il y aurait deux grandes familles dans ce que j'observe, c'est-à-dire les jeux dits grand public. Alors ce que j'entends par là, c'est alors évidemment Assassin's Creed, donc un jeu d'action-aventure qui se déroule en fait dans des périodes historiques à chaque épisode, où voilà l'avatar doit surtout combattre et verser quelques litres de sang pendant ses heures d'aventure, ce qui n'est pas le cas en classe, j'y reviendrai. Donc ouais, vous avez Assassin's Creed, vous avez des jeux aussi de type Call of Duty ou Battlefield qui sont des jeux de guerre, on va dire globalement sur les conflits mondiaux. Alors Minecraft aussi, Mindtest, c'est qui est peut-être une spécificité parce que c'est un des rares jeux qui rentre en classe sur lequel les enseignants peuvent s'appuyer sur les pratiques des élèves à la maison, ce qui est très peu le cas pour les autres quand même. Et l'autre grande famille de jeux, c'est les jeux dits indépendants, qui sont des jeux réalisés par des studios de taille beaucoup plus modeste, qui sont beaucoup moins connus. Ils sont un petit public de niche. Et là, qui sont pas connus des élèves, très souvent. Enfin, même 99% du temps, c'est pas des jeux qui sont connus des élèves, mais par contre, qui sont des jeux connus par leurs enseignants. Et on peut citer, oui, un jeu comme Papers, Please, par exemple, qui a été utilisé dans le cadre d'un cours de philosophie, qui est un jeu, en gros, un peu austère d'apparence, où vous jouez un douanier à un poste frontière qui doit un garde frontière plutôt, qui doit décider de gérer les flux migratoires, en gros, de qui rentre ou qui rentre pas dans un état fictif, ce qui pose des questions d'ordre moral, qui était la notion que l'enseignant de philosophie voulait travailler en classe. Donc, mais avec ce que Julien expliquait juste avant, on voit en fait que le terme jeu vidéo est extrêmement large, tout comme le terme ludique en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par le mot ludique? Qu'est-ce qu'on entend par pratique du jeu? On a en fait une diversité très grande de dispositifs et ensuite de travail qui accompagne très régulièrement l'activité, en fait. Et vous parliez d'une tension entre pratique des élèves, pratique des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On comprend qu'effectivement le prof a peut-être l'idée que ça va être super, les élèves vont se jeter dessus, et en réalité eux c'est pas ce qu'ils connaissent. Alors concernant l'expression se jeter dessus, les enseignants justement ne veulent pas que les élèves se jettent entre guillemets sur le jeu vidéo. Il y a tout un travail, c'est en gros le chapitre que je suis en train d'écrire. Il y a tout un travail des enseignants en classe pour canaliser en fait l'excitation des élèves, voire parfois, me disent-ils, l'enthousiasme des élèves. Il y a une phrase qui revient très régulièrement, les enseignants de l'enquête le disent, mais aussi dans les recommandations institutionnelles sur le jeu, on l'entend parfois, c'est de dire à l'école, on ne joue pas pour jouer. Ce qui a l'air d'être une phrase pleine de bon sens, et elle l'est, mais qui peut sembler contradictoire quand même. C'est-à-dire que normalement, quand on joue pour l'activité. On joue pas pour apprendre quelque chose concrètement, on joue vraiment pour le plaisir de jouer. Et on voit qu'à l'école, il y a déjà cette tension dans l'intention en fait de mettre du jeu. Et après, oui, la tension, donc ce que je vais appeler tension, c'est-à-dire un point de contradiction entre les enseignants et les élèves qui vont pas être au même niveau par rapport à ça. Oui, c'est clairement les cultures ludiques. On reparlera du genre, je pense, après, mais il est sûr que les jeux vidéo qui rentrent en classe, d'une part, parfois ne sont pas connus des élèves. C'est le cas des jeux indépendants, très clairement. Et ceux qui sont connus des élèves, Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, vont par contre être l'objet d'une lecture très savante des enseignants, qui parfois dépasse un petit peu les élèves, en fait. C'est-à-dire que les enseignants vont avoir une lecture historique, par exemple, narrative du jeu, alors que les élèves, eux, connaissent juste l'expérience ludique, l'excitation du jeu, justement. Et là, il peut se passer un petit peu un décalage. Ce qui peut se comprendre vu qu'on est à l'école. Mais c'est-à-dire que l'expérience du jeu à l'école n'est pas l'expérience de la maison, en fait. Contrairement à parfois, ce qu'on peut entendre par le fameux apprendre en jouant, qui serait quelque chose de naturel, et qu'on soit à l'école ou à la maison, c'est la même chose qu'il se passe. Non, il est clair que non.
On va revenir sur les apprentissages plus précisément, effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend en jouant? Est-ce qu'on apprend en jouant? Peut-être une question sur la motivation, parce que finalement, vous dites, on aurait dans l'idée qu'il y a une idée de motivation des élèves en utilisant ce type de support. Finalement, pas tant que ça, parce qu'on voudrait pas qu'ils soient trop enthousiastes. Du coup, c'est quoi la motivation d'un enseignant pour travailler avec le jeu vidéo dans sa classe? Alors, c'est compliqué de répondre à la question, puisque en fait il y a énormément de facteurs que j'essaie de développer et que j'essaie de cerner, qui peut expliquer le pourquoi un enseignant utilise le jeu vidéo en classe. Déjà, je l'ai expliqué un petit peu avant, il y a cette idée de vouloir exploiter ces pratiques de loisirs. Ça, c'est très clair qu'il y a un lien entre ce qu'ils font à la maison et ce qu'ils veulent faire ensuite à l'école. Ensuite, il y a le fait de vouloir, en effet, motiver, raccrocher les élèves. Après, est-ce que c'est spécifique aux jeux vidéo? Bon, pas du tout. L'histoire, depuis les années 70-80 dans l'éducation et l'entrée de l'audiovisuel, de l'informatique, c'est le discours absolument constant là-dessus, même si après on l'observe, il y a un décalage entre cette motivation qui est souhaitée et ce qui est ensuite accompli par les élèves et ce qui est souhaité par les enseignants. Vous avez aussi des enseignants qui, par l'utilisation de leurs loisirs en classe, veulent aussi se faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même parfois un petit peu absent, des discours médiatiques ou institutionnels là-dessus, parce qu'il y a cette crainte d'être accusé de démagogie. Ça, c'est très régulier, c'est de dire justement non, c'est pas démagogique du mettre de jeux vidéo en classe parce que on ne joue pas pour jouer, justement. Et c'est ça qui explique que le jeu parfois est très scolarisé, parce qu'on va lui rajouter un travail écrit très exigeant à côté, qui peut tuer un petit peu le ludique, qui peut tuer un petit peu le fun, d'une part. Et il y a cette accusation de prof cool, entre guillemets, qui peut être regrettable, parce que toute personne qui a enseigné sait très bien, les auditeurs et les auditrices le savent, j'imagine, que si vous avez la classe contre vous, au collège notamment, même après, je pense, c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident d'enseigner. Donc que le jeu vidéo, rentre un petit peu dans ces tentatives de séduction, dans un sens, de la classe, c'est un argument que les enseignants en entretien peuvent déclarer, oui. Ce que je précise, tous mes entretiens, moi, sont anonymisés, donc j'essaie de mettre les enseignants en confiance pour qu'ils puissent un petit peu m'expliquer leurs pratiques. Et puisqu'en fait, quand on leur demande pourquoi ils utilisent le jeu, alors ils veulent parler de leur culture ludique, mais ils vont aussi parler du programme, en fait. Forcément, c'est-à-dire, vous demandez à un enseignant pourquoi il fait ce qu'il fait, il va vous dire parce que le programme le demande. Logiquement. Et donc, il y a tout un travail aussi des enseignants pour faire coller le jeu vidéo au programme. Donc ça va être les objectifs premiers. Mais après, quand on creuse un petit peu, et je vais conclure là-dessus, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a énormément d'objectifs parfois différents qui vont rentrer en ligne de compte pour les enseignants. Donc comme j'ai dit, les notions du programme, leur plaisir à eux. Après, faire travailler entre guillemets des compétences, je dirais, sociales aux élèves, les faire collaborer entre eux. Les faire réaliser des projets et tout ça parfois dans des temps assez courts, voire parfois dans la même heure de cours, il y a plusieurs objectifs qui vont se chevaucher, ce qui fait que ça peut entraîner, on en parlera peut-être après, mais d'éventuelles confusions et des malentendus sur ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut être bon dans le jeu? Ou est-ce qu'il faut viser les notions du programme? C'est pas toujours très clair. Julien, on a compris que le projet Mind Story, basé sur Mindtest, donc les élèves vont construire vous me dites si je dis des bêtises, des phares bretons, l'Élysée, Notre-Dame de Paris, le château de Versailles. Romain parlait de collaboration, ça me permet de rebondir. Vous nous disiez, Julien, qu'il y a une quinzaine d'enseignants. Alors, une double question peut-être avant de passer à la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui amène les enseignants à rejoindre finalement cette communauté Mind Story, et peut-être à collaborer entre eux autour de ce projet aussi? Alors, le principe, c'est que moi, j'ai vécu un premier projet autour de Mindtest, proposé par l'ADEME de Dijon et une enseignante de Saône-et-Loire, Sandrine Descombes, qui a proposé de travailler en géographie sur le travail de cycle 3 autour de la ville du mieux habité dans 20 ans, 30 ans. Sauf que le travail devait se concrétiser par aussi une sorte de construction d'une petite ville qui pouvait représenter la concrétisation de ça. Et ce travail s'est fait durant un an en collaboration à 3 enseignants.
Et en fait, quand moi j'ai lancé le projet, par la suite, la première chose, ça a été de dire, j'ai pas l'intention de le faire seul. Ça a été tout de suite de dire, est-ce qu'il y en a qui auraient envie de se lancer? Et l'idée, elle a tout de suite été de pouvoir rentrer dans un travail de collaboration, de coopération, parce qu'en fait, on va être dans des rapports où chacun va apprendre de l'autre. On a des compétences différentes, aussi bien sur les aspects techniques que pédagogiques. Et en fait, il y a un enrichissement mutuel. Moi, alors, en fonction de toutes les années, il y a toujours des choses qu'on découvre en termes de pratiques pédagogiques pour lancer le projet ou pour faire des activités autour du projet, aussi bien dans la découverte des sites, la mise en valeur, la modélisation ou les aspects techniques. Et en fait, ça permet aussi de s'appuyer sur les forces de chacun, mais aussi le fait d'être dans une forme de formation entre pairs, en s'appuyant sur les connaissances des autres et en faisant appel à des expertises. Et l'idée, elle était là-dessus dès le départ, parce que c'était quelque chose que moi, j'avais trouvé très riche et qui, au final, a attiré aussi les collègues. C'est-à-dire que la première année, il y a 9 collègues qui se sont lancés et 9 qui n'avaient pas touché du tout à quoi que ce soit avant. Et puis après, les autres, en ayant vu un peu ce que ça pouvait donner, ont eu envie. Et l'idée, elle est devenue un petit peu ça, c'est de pouvoir rentrer en étant accompagné. Et c'est le principe aussi, c'est qu'il y a un vrai accompagnement. Et même cette année, vu qu'il y a eu pas mal de nouveaux collègues, ça a été carrément de créer une sorte de parcours d'atelier de formation, aussi bien sur l'aspect pédagogique que technique, pour pouvoir un peu faire face en tant qu'enseignant dans sa classe, aussi bien l'aspect pédagogique que la mise en place du jeu ou des activités dans la classe. Bon, on entend donc des profils assez divers finalement. D'un côté, des vrais gamers qui ont envie de mettre ça dans la classe, et puis de l'autre, peut-être des enseignants qui arrivent au jeu par un autre biais. On va relancer le game avec une nouvelle pièce dans la machine pour la seconde partie de l'émission. On va se demander donc comment et pourquoi on joue aux jeux vidéo en classe. On continue. Same Player Shoot Again. Pourquoi jouer en classe? Same Player Shoot Again. Donc là, on aimerait évoquer avec vous quelques pistes sur comment on joue, quels apprentissages on peut construire. Julien, on continue sur ce que vous faites autour de MindStory et peut-être nous dire un peu, vous, quelles compétences sont travaillées par les élèves avec ce projet dans les différentes disciplines, peut-être aussi d'autres types de compétences, effectivement, parler de compétences psychosociales. Alors, il y a des compétences très disciplinaires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses en français, aussi bien sur l'écrit que l'oral, puisqu'il va y avoir un certain nombre de sorties, notamment de visite des sites ou de découverte des sites, et puis la réalisation d'écrits qui vont être support d'affiches qui seront soit des médiations proposées sur site internet, soit dans le jeu vidéo, on insère des affiches. Il y a aussi le fait, et c'était la volonté dès le départ, c'est de proposer aux élèves de devenir médiateurs devant d'autres. Donc on organise un congrès, là cette année sera le 31 mai, où chaque classe présente à d'autres classes son travail sous la forme d'un congrès où pendant 10-15 minutes, ils présentent un petit peu le travail. Donc il y a beaucoup de ces aspects-là. Nous, étant donné que c'est un travail autour de l'histoire et l'histoire des arts, il y a un gros travail sur ces domaines-là pour essayer de comprendre en termes d'architecture, en termes de positionnement historique. Et puis, il y a un travail en mathématiques assez important, puisqu'au final, la construction, ça amène à comprendre un petit peu le travail sur les volumes, sur les mesures. Donc, on a un gros travail de mesure avec des outils qui sont à disposition, comme Géoportail, qui permettent de prendre des mesures en direct, puisque moi, j'ai fait les hospices de Beau l'année dernière, et les élèves ont fait une visite où ils sont arrivés avec les gens un petit peu éberlués, ils avaient des mètres, et puis ils prenaient des mesures dans la cour des hospices pour mesurer des fenêtres, des portes, des hauteurs d'un certain nombre de choses. Et puis après il y a l'idée de pouvoir se repérer, et c'est intéressant parce que c'est des fois un petit peu difficile, c'est se repérer dans l'espace. Dans le jeu, on est dans un espace virtuel, mais c'est à 3 dimensions, donc c'est pouvoir se repérer et puis à partir de là construire des choses et respecter un certain nombre d'éléments. Donc en fait, ça fait travailler tous ces domaines disciplinaires. Et derrière, il y a d'autres aspects alors qui sont soit entre les disciplines, soit autour de ce qui va être lié à la collaboration, le fait de coopérer, et des éléments notamment d'élèves où on va avoir un système de tutorat, alors qu'on essaye des fois de mettre en place à l'école, sauf que là, on va avoir des élèves qui sont compétents et qui sont pas forcément très à l'aise dans des domaines disciplinaires, qui vont pouvoir partager avec d'autres. Et puis en fait, ce que moi je mets en place et que beaucoup font aussi maintenant, c'est qu'en fait, quand on lance quelque chose, on propose à un élève de lui expliquer. Et puis, on fait l'effet boule de neige. Il va proposer l'explication, il va expliquer à son tour, et en fait, il va se sentir de plus en plus à l'aise pour pouvoir
en fait, expliquer aux autres ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et pour construire, et pour se repérer, et le principe de pouvoir partager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, nous, la première année, puis encore un petit peu maintenant, c'est que parfois on travaille en réseau, donc on peut se retrouver à plusieurs classes au même moment sur le site, et en fait avoir des élèves qui vont dire tiens, qu'est-ce que tu fais et comment tu fais, et donner aussi des conseils. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui apprennent entre eux sans forcément qu'on soit intervenus nous, et qui partagent des connaissances, ou alors que ça soit sur le jeu ou que ça soit par rapport au travail de modélisation qu'ils font. Merci Julien Crémou. Avant de parler plus longuement de ce qu'on peut faire ou pas en histoire géo avec un jeu vidéo, ou pas qu'en histoire géo d'ailleurs, nous vous proposons un petit exercice d'inception. On va écouter un court extrait d'un des épisodes de votre chaîne YouTube, Romain Vincent. C'est l'épisode numéro 8 et il est consacré à une analyse de Call of Duty et de Battlefield. Alors promis, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo, mais de toutes ces analyses, j'en viens à cette première conclusion: le jeu vidéo n'est pas un médium. Non, attends, on va la refaire parce que ça commence déjà à râler dans les commentaires, je vais préciser un peu. Le jeu vidéo n'est pas qu'un médium. Non, attends, j'ai mieux. Le jeu vidéo est un jeu. Alors comprenez-moi bien, l'idée n'est pas de dire que le jeu vidéo n'est pas un médium, évidemment, mais plutôt d'envisager ces FPS comme ils sont majoritairement vécus, c'est-à-dire à mon sens, comme des jeux. Du coup, étudier ce que diffuse un jeu vidéo sans s'interroger sur la réception qu'en font les joueurs me semble être une approche assez limitée. À travers cette chronique, on a montré que le jeu vidéo comme médium, c'est-à-dire comme véhicule transmettant un message, diffusait des informations plutôt par des instants de non-jeu, ou que l'activité ludique pouvait nuire à cette tentative de transmission. Lier le sérieux du passé au ludique du présent semble être encore un exercice difficile pour ces FPS grand public. Romain, alors, est-ce que si je devais le poser d'une manière profane, un jeu vidéo en classe, ça reste un jeu ? Ça dépend de beaucoup de choses. On va prendre deux cas extrêmes. Le cas d'Assassin's Creed est, à mon sens, le cas le plus paradoxal entre la différence entre les discours médiatiques sur le jeu et son utilisation en classe, et donc quand on passe les quatre murs de la classe et qu'on regarde les pratiques. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très souvent valorisé dans la sphère médiatique parce que vous avez une très importante entreprise derrière qui est très très présente sur ce sujet-là, notamment avec la version éducative d'Assassin's Creed qui est le Discovery Tour, où vous n'avez pas toute la partie combat que j'ai un peu évoquée tout à l'heure. Et donc Assassin's Creed en classe, il est utilisé pourquoi ? En fait, il est utilisé très souvent de toutes les pratiques que j'ai pu voir avec le jeu pour faire ce que je vais qualifier d'histoire assez scolaire, en fait, c'est-à-dire pour viser des faits historiques, pour décrire des monuments. Ça, c'est son premier type d'utilisation. Où là, oui, c'est-à-dire que auparavant, vous aviez je vais être provocateur un petit peu, mais auparavant, vous aviez des diapos, en fait, qu'on diffusait aux élèves pour montrer tel monument. Assassin's Creed n'est que le prolongement technologique, en fait, de tout ça. Et c'est pas quelque chose de négatif, ce que je dis. J'aime bien aussi faire la filiation entre l'historique un petit peu de ces pratiques. Est-ce qu'Assassin's Creed est une innovation pédagogique tant que ça ? Peut-être pas si on regarde les anciennes pratiques éducatives autour de l'histoire. Donc le jeu est utilisé comme visuel, premièrement. Où là, très souvent, le jeu est transformé juste en vidéo. C'est-à-dire que l'enseignant fait une capture à la maison, ou prend un extrait de chaîne YouTube et le montre aux élèves. Il n'y a pas de pratique ludique en tant que telle, il n'y a pas de pratique du dispositif. L'autre type de pratique qui rentre beaucoup en histoire et que je connais bien parce que je l'ai pas mal utilisé en classe, c'est le fait de travailler ce qui est souvent appelé, à tort à mon avis, l'esprit critique des élèves, c'est-à-dire de comparer ce que le jeu vidéo nous montre en histoire avec des documents historiques et de faire une sorte d'exercice de vrai-faux. Mes années de pratique, et ça s'est confirmé avec ce que j'ai vu sur le terrain, dans les pratiques d'autres enseignants, c'est que c'est une pratique extrêmement exigeante. Premier point, ça vous demandez aux élèves de regarder le jeu, voire parfois de jouer sur d'autres types de jeux, et d'avoir un exercice de lecture et d'écrit pour comparer avec des sources historiques. Premier point. Donc c'est difficile pour certains élèves. De deux, ça me semble quand même assez contraire à la pratique historienne. C'est-à-dire que vous trouverez, à mon avis, assez peu de historiens ou d'historiennes qui vont vous dire que pour analyser une fiction historique, il faut comparer avec des manuscrits du XIIe siècle.
Non, je veux dire, c'est pas la même chose, c'est pas le même processus de création, donc c'est pas pareil. Et donc oui, c'est une pédagogie dans celle que je viens d'évoquer qui a tendance à mettre en difficulté des élèves parfois un peu fragiles, qui déjà les dimensions d'écriture et de lecture, ils ont un peu de difficulté. Si en plus vous rajoutez cette excitation un petit peu du jeu vidéo, qui dans le cas des cours d'histoire, le jeu va revêtir une sorte d'effet de réel, d'effet un petit peu documentaire en classe. C'est-à-dire qu'Assassin's Creed à l'école, il fait vrai en fait, parce qu'il est inséré dans le lieu d'éducation légitime qu'est l'école. À la maison, Assassin's Creed n'est pas vécu comme une recréation du passé. À l'école, il est utilisé comme tel. C'est en ce sens, à mon avis, qu'il y a vraiment une transformation du jeu vidéo dans le cadre du cours d'histoire. À mon avis, ça c'est l'un des résultats que j'avance en tout cas. Donc ouais, ça c'est quand le jeu n'est quasiment plus un jeu, qu'il est vraiment très fortement travaillé et scolarisé. L'autre pan, c'est quand oui, le jeu est véritablement joué. Et ça arrive. C'est-à-dire que le jeu vidéo à l'école est parfois joué. Et là où je dirais que le ludique prend le plus de place ou s'exprime le mieux, c'est quand justement il n'est pas utilisé pour apprendre. C'est quand il est utilisé là où j'ai les exemples où il y a le moins de tension entre le ludique et l'éducatif, c'est quand il est utilisé en fin de séance, en fin de chapitre plutôt, en fin de séquence, quand les notions du programme ont déjà été travaillées, et quand ensuite le jeu est utilisé, il n'y a pas de pression de l'évaluation, les notions ont déjà été vues, et déjà les élèves arrivent à interpréter plus le jeu. Et je précise quand même que ces séances où le jeu est utilisé avec le moins de tension, c'est utilisé donc en fin de séquence, et c'est très souvent dans des contextes d'enseignement assez favorisés que j'ai pu le voir, notamment dans certains lycées favorisés où, on va dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais des fois, faut le dire quand on parle de cette pédagogie avec le jeu, les élèves en réussite scolaire, parfois, arrivent mieux que d'autres à lier les deux domaines, le ludique et l'éducatif. Alors que le jeu est parfois introduit pour dire que ça permet de raccrocher les élèves en difficulté. Ça, la recherche, et pas que mes travaux à moi, hein. La recherche est globalement assez dubitative sur cet argument, notamment pour les élèves en grande difficulté scolaire. Julien, est-ce que vous constatez des transferts de compétences, des élèves qui, par exemple, jouent sur Mindtest dans le cadre de votre projet, qui après chez eux réutilisent les compétences qu'ils ont acquises en classe, ou est-ce qu'il y a finalement pas tellement de transposition dans la partie loisirs de leur pratique ? Alors, il y a deux cas de figure. On a des élèves qui jouaient déjà à Minecraft ou autre et qui vont au final continuer à, en dehors de l'école, revenir dessus et éventuellement faire un petit peu autrement et jouer. Alors là, par rapport au principe de modélisation de construction, c'est jouer peut-être avec un objectif, ce que des fois il n'y avait pas forcément. C'est que là, ils vont s'amuser à reconstruire quelque chose ou vont avec un objectif, j'ai envie de faire ça, de montrer ça. Et puis, on a d'autres élèves qui, au contraire, ne jouaient pas forcément, vont avoir envie de faire un certain nombre de choses, d'essayer aussi de leur côté. Mais c'est plus, là, on n'est pas, c'est un petit peu ce que disait Romain, hein, on n'est pas du tout dans l'objectif pédagogique, mais c'est plutôt l'objectif de s'amuser. Ils ont découvert une pratique de jeu en se disant, je vais peut-être l'essayer chez moi, je vais m'amuser, exactement comme ça se fait pour d'autres jeux de cours de récréation, où un certain nombre de choses me tiens, et on m'a fait découvrir ça, je vais aussi l'essayer, je vais voir ce que je peux faire comme limite. Alors nous, il y a un dernier point, c'est que dans certains cas, alors ça dépend des années, ça dépend des groupes, on a des élèves qui peuvent avoir accès toujours au serveur depuis chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une forme de liberté parce qu'on leur laisse des espaces où ils peuvent construire et ils s'amusent parfois à construire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc il y a une vraie possibilité de ça. Alors après, on met des limites, hein, parce que le principe de Mindtest, c'est qu'on peut avoir on peut insérer des hélicoptères, des avions, et à certains endroits, c'est plus du terrain, c'est carrément des aéroports, hein, donc parce qu'ils veulent se déplacer. Mais c'est intéressant. Il y a l'idée de continuer de s'amuser après. Mais là, on est plus dans le jeu que dans le travail pédagogique, en tout cas. Dans cette construction des compétences avec les élèves via le jeu, on accole souvent du coup au jeu l'adjectif de sérieux, et quand on dit jeu sérieux, il y a cette fameuse notion de débriefing, dans l'idée que c'est dans ce moment de débriefing qu'on va faire conscientiser et apprendre les élèves. Je sais notamment, Romain Vincent, que cette notion de débriefing, elle vous questionne ?
Oui, c'est le bon terme. Elle me questionne. J'en ai observé certaines pratiques de débriefing sur le terrain. Alors c'est vrai que c'est une question qui est pas si évidente que ça, parce que c'est une étape qui fera un peu consensus justement institutionnellement, parfois dans certains travaux de recherche, pour dire que non, en fait on n'apprend pas en jouant, mais on apprend par le débriefing. Et c'est vrai que parfois on s'interroge un petit peu, c'est-à-dire à quoi sert l'activité de jeu en fait ? Je pose la question parce que dans ce qui est proposé, encore une fois, alors souvent quand on nous parle de cette notion, enfin de cette étape du débriefing, c'est très flou. On a un peu de mal à voir dans les descriptions qui sont faites ce que font les enseignants, ce que font les élèves. Moi, ce que je pense comprendre de ça et ce que j'ai un petit peu vu dans le cas de la thèse, c'est que les enseignants repassent à un mode de cadrage assez strict pendant le débriefing, qui est plutôt une correction de l'activité plutôt qu'un réel débriefing. Parce qu'un débriefing, il me semble quand même, c'est une notion qui vient plutôt du monde professionnel pour justement mettre en avant les impressions, les émotions du travailleur, de l'employé ou de l'élève, ça dépend du contexte. Dans le cas de l'école, c'est souvent une correction en fait qui est faite. Et vous avez des enseignants qui, je caricature un peu, mais qui vont dire bon, en gros, vous avez joué à ça, mais en fait, vous avez appris telle ou telle chose. Parfois, à l'étonnement des élèves. Hein. Donc à mon avis, le débriefing, c'est aussi le fruit d'une rhétorique très claire pour convaincre ou mettre en avant les idées du jeu vidéo, pour dire, en gros, bon, ce qui se passe pendant l'activité, vu que la posture de l'enseignant pendant l'activité, elle est loin d'être évidente pendant une activité de jeu, il y a l'idée de dire, bon, ça peut ne pas être très concluant pendant l'activité de jeu, mais rassurez-vous, il y a le débriefing après, où en gros, bon, on va revenir vers le cours plus classique, on va parfois avoir distribué une trace écrite photocopiée, un geste que les enseignants connaissent parfois, surtout en fin d'année. Et voilà, donc ce débriefing, c'est très flou. C'est très flou et à mon avis, ça veut dire beaucoup de choses, que ça soit autant mis en avant que ça. Ça prouve, à mon avis, à quel point l'apprentissage par le jeu est très loin d'être aussi efficace que parfois on peut l'entendre. Que voilà, si on met autant en avant la partie après le jeu en fait. Et on n'a pas ce type de discours pour d'autres pratiques en classe. Voilà. Bon, on va creuser un peu ces interrogations et ces limites peut-être qu'on va pouvoir trouver. Juste une petite question avant sur la question de la temporalité. Comment est-ce qu'on gère en classe la temporalité d'un jeu qui généralement, pour n'importe quel joueur, va nécessiter quelques dizaines d'heures, j'imagine, d'apprentissage, d'acculturation, puis de construction, quand il s'agit d'un jeu de construction ou d'accomplissement d'une quête. Voilà. En classe, on sait que les heures sont extrêmement précieuses. Donc, comment on concilie ça, Julien, peut-être pour commencer ? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'organisationnel. Moi, en fait, je pense pas temps de jeu élève, je pense temps de jeu pour construire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une modélisation, il y a des activités pédagogiques, et au final, ça sera le temps de construction qui va compter. Et en fait, ce temps, il est partagé par les élèves, puisqu'on est dans un principe où ils sont dans le virtuel, mais ils sont des bâtisseurs. Donc, en fait, ils ont, comme un architecte, des plans, et ils doivent construire comme les maçons. Et quand un élève, à la fin d'un temps, laisse sa place, on en a un qui continue, et voilà. Donc, le principe, moi, dans la pratique, et c'est fait par pas mal de collègues, on a des temps d'autonomie de découverte, de jeu avec une petite mission. Et puis sinon, les temps de construction, c'est généralement des temps où on est très pressé, il nous reste un mois pour tout faire. Et là, par exemple, c'est intéressant. On a à 3 semaines du congrès, on n'a quasiment pas de bâtiment de construit. Et en 3 semaines, tout va être construit. Et là, en fait, on est dans un temps où, alors c'est l'avantage du cycle 3 notamment, c'est qu'on a la classe toute la journée. Moi, je peux, sur certains temps d'autonomie ou de travail où je travaille en groupe, faire des ateliers. Et je vais avoir, par exemple, 2 heures de construction sur des machines, sur 3 ou 4 machines. Donc, ça fait 6 heures de construction, mais les élèves vont avoir passé que chacun 15 à 20 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un passage de témoin. Quand un élève va prendre le relais d'un autre, l'autre lui dit où t'en es, qu'est-ce que t'as à faire, à quoi il faut faire attention, lui donne éventuellement une indication parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas forcément fait cette chose-là. Donc il lui donne une information pour qu'il puisse continuer et arriver au bout et continuer à avancer. Ce qui fait qu'en final, le jour d'après, on peut reprendre la suite naturellement, quoi. Romain Vincent, dans le second degré, ça doit se présenter un peu différemment ? Alors oui et non, il y a un point en commun avec ce que Julien raconte concernant l'utilisation de Minecraft ou de Mindtest. En fait, ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai pu observer dans le cas de cours de technologie, en fait.
C'est-à-dire que vous avez des enseignants en technologie, parce que qui fonctionnent en fait par pédagogie de projet, et donc qui se donnent le temps en fait de sur plusieurs semaines d'utiliser Minecraft. Et cas très rare dans mes données, c'est des projets qui s'ouvrent par l'apprentissage du jeu. Ça, on en parlera peut-être après, mais c'est une des dimensions qui est très largement oubliée, c'est comment apprendre aux élèves à jouer au jeu. Et c'est très loin d'être aussi facile qu'on puisse l'imaginer. Après, ouais, la question du temps, elle traverse littéralement toute ma thèse. Hein. Elle est présente dans différentes thématiques, mais parce qu'elle n'est pas présente que pour l'utilisation du jeu vidéo en classe, elle est présente dans le métier enseignant en fait en grande partie. Donc, dans mon cas, c'est quoi ? C'est la préparation du cours qui est extrêmement chronophage pour certains enseignants qui m'expliquent qu'ils ont joué plusieurs fois à tel ou tel jeu pour bien le connaître et bien repérer les passages intéressants à faire. Donc, il y a vraiment une pratique du jeu avec parfois un travail disciplinaire qui est un peu moindre, en fait. Après, il y a la question, en effet, de la pratique du jeu vraiment en classe et de voir que parfois, pour accélérer le temps de la classe, les enseignants font à la place des élèves. J'ai des exemples de cas où avec Assassin's Creed en classe, quand il est... Alors, je vais pas dire jouer, mais je vais dire manipuler en classe, au tableau, parce qu'il y a aussi la question du matériel. Souvent, il n'y a qu'un seul dispositif qui est à l'écran. Les élèves peinent à faire certaines choses ou mettent du temps. Les enseignants reprennent la manette. Ce qui est intéressant quand même. C'est eux qui reprennent la manette et qui finissent de gravir tel ou tel monument parce que y a la sonnerie qui arrive. Mais ça, on le voit dans d'autres pratiques enseignantes que la sonnerie arrive, ils vont faire à la place des élèves qui là vont moins travailler, du coup, vont moins mobiliser cognitivement de compétences pour arriver au point qu'ils voulaient arriver. Justement, là, le temps c'est important et je vous propose qu'on file vers la troisième partie de l'émission. On va tenter de faire la part des critiques plus ou moins fondées qui sont adressées aux jeux vidéo à l'école, proposer peut-être quelques conseils et garde-fous. On a appelé cette partie Game Over, la légende noire du jeu vidéo. Game Over. Romain Vincent, c'est vous qui avez évoqué en préparant cette émission la légende noire du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette légende noire ? Alors, plein de choses. C'est vrai que c'est quelque chose, j'aimerais bien travailler dessus plus tard, mais c'est vrai que médiatiquement, le jeu vidéo est parfois coincé entre deux discours un peu extrêmes. Donc la légende négative disant que le jeu vidéo rendrait violent, addict, etc. Même si on l'entend, je pense, de moins en moins, quand même. Bon, la recherche a démonté ces deux idées. Mais alors à côté, vous allez avoir la légende extrêmement positive, qui est, pour contrebalancer, on va vous dire, non mais attendez, le jeu vidéo, on apprend énormément de choses, c'est pédagogique, c'est thérapeutique, etc. Là aussi, en fait, la recherche est un petit peu dubitative là-dessus et montre des effets, on va dire, moyen bof. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est le contexte qui est déterminant. Oui, le jeu vidéo peut être pédagogique à l'école, quand il va être très peu joué, voire pas du tout joué, avec un exercice écrit à côté. Donc, vous voyez à quel point le dire qu'on apprend en jouant aux jeux vidéo, ça tient pas du tout quand on passe à l'école, en fait. Autre point de vigilance, peut-être, dans ce que vous avez constaté, c'est une dimension genrée, en fait, dans la réception, dans les pratiques, etc. Julien, est-ce que vous avez remarqué, vous, filles, garçons, comment est-ce qu'ils s'approprient le jeu ? Alors, pour Mindtest, j'ai pas du tout de dimension genrée, ou vraiment pas du tout. J'ai le fait que des élèves accrochent et à un moment donné ont envie et me demandent de continuer pendant la récréation, et c'est pas du tout lié aux filles et garçons. Et ce qui est intéressant, alors je pense que c'est peut-être le cas pour Minecraft et Mindtest, c'est qu'au final on a peut-être moins cet aspect-là. Et moi j'ai des élèves qui savent que c'est le temps de récréation mais veulent continuer, et c'est aussi bien des filles que des garçons. Voilà, il y a tout un tas de choses très variées là-dessus, et c'est pas du tout moi c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Et dans et je dirais que pour les collègues qui se lancent, on a autant de collègues hommes que femmes, et qu'il n'y a pas du tout de rapport aussi là-dessus. Et Romain, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez vu là dans les pratiques que vous avez analysées ? Alors moi, c'est un résultat incontestable, qui est clairement une réception différenciée entre les garçons et les filles au niveau de l'usage du jeu vidéo. Alors
que je précise, je parle de ce que j'ai vu moi sur mon terrain, que l'idée n'est pas de minorer les témoignages des enseignants de ce que Julien vient de dire, évidemment, parce que je n'étais pas dans la classe de Julien, donc je ne sais pas. Et puis il y a aussi la position du chercheur, en fait, c'est qu'un observateur extérieur voit autre chose que l'enseignant qui est en train d'enseigner. Ça me semble aussi un petit peu normal aussi. Mais pour cette question-là, oui, c'est très très clair dans mes données, notamment à plusieurs niveaux, les choix des jeux. Si je me centre encore une fois sur la pratique de l'histoire, les jeux convoqués en histoire relèvent d'une culture ludique plutôt masculine. Les jeux de tir à la première personne, Assassin's Creed, les gros jeux de stratégie militaire que j'ai pu observer comme Crusader Kings 2 par exemple. Quand on montre ça aux élèves, il y a une réaction des garçons qui écrasent parfois littéralement les filles, qui parfois ne connaissent pas vraiment les jeux qui sont évoqués. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune fille en France qui n'a joué à un Call of Duty ou à Assassin's Creed, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a il y a des réactions qui sont clairement différenciées parce que les pratiques ludiques ne sont pas si unifiées que ça. Faut faire un petit peu attention. Ça se voit aussi au niveau du choix du jeu et aussi de la pratique en fait en classe. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends des exemples de type... si je reprends Minecraft, de ce que j'ai pu observer, dans les groupes qui sont créés, il y a souvent l'émergence d'un leader. C'est-à-dire l'émergence d'un joueur qui va connaître mieux le jeu que les autres et qui va parfois un petit peu plus diriger les autres. Et j'ai des cas, oui, où c'est dans un groupe, le garçon qui a le jeu à la maison, qui ne joue pas, mais qui est derrière les filles qui ont le clavier et la souris, et qui va diriger les filles en disant tu vas cliquer là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et donc bon, on a une répartition des rôles en fait qui est assez intéressante. Et puis on a surtout, alors c'est peut-être ça qu'il faut anticiper pour les enseignants en classe, les réactions des élèves dépréciatrices, c'est-à-dire par exemple les jugements de valeur qui sont présents, c'est-à-dire les jeux dits de filles sont évidemment dévalorisés à l'inverse des jeux dits de garçons. L'inverse n'est pas le cas. Les pratiques de filles sont dévalorisées par rapport aux pratiques des garçons. Et si par malheur, c'était le cas dans une situation de classe que j'ai pu observer, une fille se débrouille mieux qu'un garçon, le dit garçon va être moqué par le reste de la classe pendant le reste de l'heure. C'est ce que j'ai pu observer. Ça veut pas dire que la situation a dégénéré ou que ça donne une mauvaise ambiance de classe, mais voilà, il y a des points de tension, faut faire un petit peu attention. Et les garçons, mais je pense que les auditeurs, auditrices, enseignants qui ont déjà observé ça dans leur classe, mais les garçons sont parfois un peu plus sujets aux moqueries que les filles. Et quand les rares fois quand même où j'ai entendu un « t'es nul »,« ah t'y es pas arrivé »,« t'es nul », c'est toujours des garçons qui ont dit ça aux filles. Toujours. Et c'est toujours les garçons qui s'estiment plus experts du sujet, qui veulent expliquer quoi faire aux filles. Alors que les enseignants, observés, je précise quand même, pour finir, ont toujours le souci de faire jouer garçons et filles. Notamment dans le cas des Assassin's Creed où le jeu est mis au tableau, donc il y a une seule manette. L'enseignant fait attention de faire un garçon, une fille, etc. Mais dès que la fille est au tableau, il y a des scènes comme ça, qui font un petit peu sourire, où l'enseignant et parfois un autre garçon de la classe arrivent pour expliquer à la fille qui tient la manette où il faut appuyer. Voilà. Et ça se passe pas pour les garçons. Encore une fois, c'est très clair de mon côté. Bon, dans le jeu comme ailleurs, il y a beaucoup de travail encore du côté de l'égalité filles-garçons, effectivement. Pour finir sur cette partie, une question un peu libre, en commençant par Julien Crémou, sur si vous aviez un conseil à donner, peut-être, ou un garde-fou à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le jeu vidéo en classe et qui voudrait se lancer. Je dirais que pour revenir un petit peu sur ce que disait Romain tout à l'heure, et c'est aussi le principe, moi, du projet, comment je l'ai emmené, c'est que c'est une vraie pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vidéo, dans le cadre de ce qu'on a prévu nous ou pensé nous, c'était réellement un support qui permettait de concrétiser le projet. Voilà. Et l'idée, c'était que ça devenait un support. Après, dans le secondaire ou pour d'autres jeux, c'est pas forcément le cas, mais là, l'idée, c'est que c'était le support pour créer et que c'était pas l'idée de jouer pour jouer dans ce cas-là.
Romain, un conseil, un garde-fou? Oui, de pas partir. Alors ça dépend encore une fois de ce qui est fait avec le jeu, parce que au moins entre regarder une vidéo d'un jeu, pratiquer sur plusieurs semaines, pratiquer juste sur 1 heure de cours, à un instant de jeu, en fait, vous voyez qu'encore une fois, il y a une diversité de pratiques. Mais oui, de pas partir du principe que tous les élèves savent jouer et ont la même culture ludique. Hein. Bon, le mythe des digital natives. Ça y est, je pense qu'il est quand même plutôt bien critiqué maintenant et que voilà, on n'estime pas que tous les élèves ont des capacités informatiques supérieures aux enseignants, ce qui arrive quasiment jamais en fait, hein, de ce que j'observe, surtout au collège. Là où il faut faire attention, oui, c'est que la pratique du jeu pour apprendre peut rentrer assez clairement dans ce qui est appelé et ce qui est dénoncé en fait par la sociologie de l'éducation depuis quand même plusieurs décennies maintenant, ce qu'on appelle les pédagogies invisibles. En gros, l'idée que les élèves vont s'intéresser à l'activité de jeu, mais ne vont pas percevoir les enjeux d'apprentissage et cognitifs qui sont derrière, en fait. Donc ça, faut faire très attention à ça. Et la pratique du jeu, et ça, je le montre dans d'autres aspects de la thèse, c'est que peut entraîner une surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Apprendre le jeu, comprendre le petit travail à l'écrit qui est souvent accompagné, ça peut faire beaucoup pour des élèves. Et mes travaux et d'autres le montrent. Le jeu vidéo peut, dans certains cas, oui, accrocher, motiver les élèves, leur dire « Ah, tiens, mais je connais, etc. » La pratique en classe peut aussi provoquer des formes de décrochage, en fait. C'est aussi documenté. Donc voilà, attention. Merci à tous les deux. Et maintenant, on rentre dans notre temps d'inspiration dans cette émission. On vous a demandé de réfléchir à une inspiration que vous aimeriez partager. Je commence avec Julien. Alors, par rapport à cette inspiration, moi, je parlais d'un projet qui est proposé dans le primaire et le secondaire tous les ans, qui s'appelle la Nuit du Code. Et l'intérêt, alors moi, je participe pour la première année cette année avec mes élèves de cycle 3, c'est que plutôt que de jouer aux jeux vidéo, on propose aux élèves de créer un jeu vidéo. Donc en fait, d'allier le jeu vidéo et le travail sur le codage et d'amener les élèves à en créer un. Alors l'intérêt de cette Nuit du Code, c'est qu'elle est bien accompagnée et on a beaucoup de ressources pour se lancer, même si on est un peu néophyte et qu'on n'est pas à l'aise, notamment dans la programmation. Et ça permet aux élèves de mettre les mains un petit peu dans la machine pour essayer de créer quelque chose et pas juste de jouer. C'est vrai que ça, c'est un aspect dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. On n'avait pas le temps, mais ça, on y reviendra. C'est la création du jeu, effectivement, comme activité pédagogique. Romain, votre inspiration? Oui, je peux parler un petit peu de l'ouvrage qui est sorti, l'ouvrage collectif qui est sorti fin avril, début mai, aux presses universitaires de Laval, au Québec, qui s'intitule sobrement Les usages pédagogiques des jeux vidéo Assassin's Creed, donc qui est dirigé par un livre qui est dirigé par Marc-André Etier et David Lefrançois, dans lequel je signe un chapitre où justement en fait on a une compilation de différents retours d'enseignants en fait sur leur pratique du jeu vidéo avec Assassin's Creed, avec des exemples québécois et des exemples français. Moi, je fais un retour sur une de mes pratiques à moi en l'enrichissant un petit peu de ce que j'ai pu voir en classe, en thèse, pardon. Et à mon avis, l'ouvrage est intéressant pour les enseignants sur 3 plans. Le premier, c'est déjà, ça donne plusieurs exemples de pratiques, tout simplement, parce que c'est des récits d'enseignants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu en classe, comment on peut l'accompagner avec des documents, etc. Bon. Après, si on prend un petit peu de recul, ça montre aussi 2 choses. Ça montre que les termes qu'on emploie souvent pour parler du jeu vidéo de type gamification, ludification, ludicisation parfois, qui sont dans l'esprit un petit peu différenciés, mais quand vous regardez les pratiques, c'est plus ou moins la même chose. Bref, que ces 3 termes-là ne sont pas adaptés pour parler de l'utilisation d'Assassin's Creed, parce qu'on voit que le jeu est plutôt très très scolarisé, plutôt que vraiment joué en fait. Donc c'est assez peu ludique ce qui est proposé. Et en 3, l'ouvrage montre aussi que c'est une pédagogie qui peut être, à mon avis, aussi très exigeante. Parce que les enseignants accompagnent Assassin's Creed, encore une fois, d'un gros travail, notamment parfois d'un gros travail sur documents, et je suis pas le seul enseignant, je pense, de l'ouvrage à le noter, mais qui peut parfois être compliqué à gérer pour les élèves. Voilà. Merci à tous les deux pour ces inspirations en forme même de recommandations, j'ai envie de dire. Bon, il nous reste à vous dire qu'on espère qu'on a apporté quelques billes si vous vous posiez des questions sur le jeu vidéo à l'école, hein, que vous soyez noob ou gamer confirmé. On voit qu'il y a effectivement des choses à faire. Bon, moi, je retiens surtout qu'il y a du travail à faire sur l'égalité filles-garçons, notamment où ça a l'air parfois très, très, très genré pour le coup. Un grand merci à tous les deux, Romain Vincent et Julien Crémou, d'avoir participé à cet épisode d'Extra Class. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci. Que fait le jeu vidéo à l'école? Un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par Régis Forgione et Hélène Audard. Réalisé grâce à l'appui technique de Laurent Casagrande, Canopée Bourgogne-Franche-Comté.
Montage et mixage. Simon Gattegno, Coordination de production. Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance. Directrice de publication. Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2023. En fait, en fin d'épisode, il y a toujours un petit off avec un truc que notre cher ingénieur du son trouve. Je pense que là, il a trouvé. Extra classe.